Baie de Gênes, mai 2010. Un plongeur italien découvre l'épave étonnante d'un U-boat. Presque intacte, plantée à 120 mètres de profondeur, elle soulève de nombreuses questions. De quel navire s'agit-il? Pourquoi a-t-il fait naufrage dans ces eaux? Une équipe de plongeurs et d'historiens se mobilise pour découvrir l'histoire de ce navire oublié. « 70 ans plus tôt, des meutes de ces sous-marins allemands écument les mers et attaquent sans relâche les navires de ravitaillement alliés. Véritables prédateurs, on les surnomme alors les loups gris. La propagande s'empare de leurs exploits et font de leurs hommes d'équipage des soldats hors du commun. Depuis cette époque, les U-boats ont gardé leur réputation de navires invincibles. Pourtant, les recherches sur l'épave de Gênes vont révéler une réalité bien différente. Quel est ce sous-marin disparu au large des villes de Gênes et de La Spezia? Pour Roberto Rinaldi, ancien plongeur des équipes Cousteau, aujourd'hui cinéaste et habitué des grandes profondeurs, la découverte de cette épave est la promesse d'une nouvelle aventure. Dans la plongée sous-marine, il y a toujours beaucoup de légendes autour des sous-marins. Et un jour, un pote, Lorenzo Del Veneziano, il m'appelle qu'ils avaient trouvé un sous-marin. En fait, un sous-marin dans les eaux de Portofino. Il m'a invité pour faire un plongée ensemble. Et j'étais étonné parce qu'en fait, je m'attendais à tout, sauf que trouver un sous-marin planté dans la vase avec les traves vers la surface, ça ne m'est jamais arrivé. Pour découvrir l'identité de ce navire, Roberto a décidé de faire appel à Aldo, Marco et Gabriele, des plongeurs très expérimentés, qui ont déjà participé à de nombreuses campagnes sous-marines. L'épave est difficilement accessible. Elle repose par 120 mètres de fond, une profondeur où les hommes n'interviennent presque jamais, car les plongées, bien que très courtes, y sont extrêmement dangereuses. Découvrir l'identité du navire. La tâche des trois hommes n'est pas simple. Les concrétions marines ont partiellement pris possession de l'épave et masquent d'éventuels indices. Pas de numéro peint sur la coque, ni sur la tourelle. Aucun signe distinctif. L'accès à l'intérieur de la coque est par ailleurs impossible. Des tôles enchevêtrées bloquent l'entrée du navire. L'épave de la baie de Gênes ne dévoile pas facilement son histoire. Pour avancer dans leur quête, Roberto et Aldo décident d'associer de nouvelles compétences à leur équipe. Passionnés de sous-marins, Luc et Marc Brouwer sont les conservateurs du Grand Blockhaus, un musée consacré aux murs de l'Atlantique qu'ils ont créé dans le plus important ouvrage défensif allemand de la côte atlantique.
Je pense vraiment que juste à la fin du conflit, tout le monde avait qu'une envie, c'était oublier cette tragédie, tourner la page. Et l'intérêt des U-boats et de ces bases sous-marines et de ces bunkers, si on avait pu les raser à l'époque, on les aurait rasés. Juste parce qu'on avait envie d'oublier cette très mauvaise page d'histoire qui avait fait tellement de victimes que bon, il a fallu que se passent des années pour qu'on se dise tiens, finalement, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, pourquoi ça traîne là et à quoi ça a servi. Dans les salles de ce musée insolite, de nombreux objets témoignent de l'histoire des sous-marins allemands. Quand Roberto Rinaldi a appelé Mark et Luc Brouwer, les deux frères n'ont pas hésité une seconde. Cette histoire d'épave, ils l'attendaient depuis de nombreuses années. Alors, ce qui me passionne dans cette recherche, c'est de reconstituer tout le parcours du sous-marin, depuis son lancement jusqu'à sa perte, et de faire avancer vraiment l'histoire sur un sujet comme ça qui a été oublié. C'est passionnant de se dire on va être pas seulement des spectateurs de l'histoire, mais des acteurs de l'histoire. Salut, Roberto, bonjour, ça va? Bon voyage? Merci. Bien arrivé alors. Dès leur arrivée en Italie, Mark et Luc ont souhaité visionner les images de l'épave. C'est sur les hauteurs de Gênes qu'ils vont les découvrir pour la première fois. Là, on voit très bien la base du canon et on voit très bien aussi la forme du pont qui se rétrécit comme ça. C'est assez étonnant. Ce qui serait intéressant maintenant, vraiment, pour aller au bout de la découverte, ça serait de pouvoir identifier, de savoir quel est le numéro de ce sous-marin. Et ainsi, on pourra retracer toute son histoire et pourquoi il est arrivé ici devant la Spezia. Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille à chercher en particulier pour être sûr? Voilà, il faudrait essayer de couper les filets et de voir s'il y a des numéros sur le canon ou arrière. Ouais. Ça marche. Ça marche. Les historiens ont demandé à Roberto et Aldo de se concentrer sur le canon situé à l'arrière du navire. L'identifier permettrait d'avancer plus facilement dans l'enquête. Mais à 120 mètres de fond, les contraintes de la plongée sont énormes. Roberto vient de plonger, 3 minutes de descente, 15 minutes sur l'épave, Et après, minimum 3h30 de palier, 3 de heures, remontée 3 heures et demie de palier après. très lente pour pouvoir faire surface. Apparemment, les premières images montraient qu'il y avait une espèce de magma de filet, donc est-ce qu'ils auront le temps de le dégager? Ça, on ne sait pas. Dès les premières minutes, Roberto et Aldo se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à dégager le canon de l'emprise des filets. Les courants sous-marins les ont enroulés autour de l'arme. Ils ne peuvent donc pas découvrir le précieux numéro et permettre ainsi à Luc et Mark d'identifier le navire. On a essayé de découper, mais... Il y en a trop, 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 il y en a partout, il y en a d'anciens, de nouveaux, il y a des câbles. Et le temps est trop court aussi. Ouais, trop court. Trop court et après 2 minutes, tu vois plus rien. Ouais, d'accord. Je sais plus où te coupe. C'est beau, hein? Ah, Pas de pizza? ah, les frères, je vous aime là. Ah, les frères. L'échec de la plongée de Roberto et Aldo marque le départ d'une nouvelle enquête. Mark et Luc Brouwer ont décidé de consulter les archives militaires allemandes. Cette fois, la chance va leur sourire. À Fribourg, ils
découvre une carte des naufrages des U-boats et une indication importante. Sur les 62 navires entrés en Méditerranée, seuls 3 n'ont pas été retrouvés. Et la dernière position connue de l'un d'eux, le U-455, se situe très près de Gênes. Pour Luc et Marc, cette information est capitale, car il existe en Allemagne un endroit où l'on peut trouver de nombreuses informations sur les U-boats. Le centre d'archives de Cuxhaven conserve la totalité de leurs journaux de bord, mais aussi des objets, des photos, une véritable mine pour chercheurs en quête de renseignements. Nous venons pour une recherche sur un sous-marin, le U-455. Horst Bredow, lui-même ancien sous-marinier, est devenu gardien de leur mémoire. Sa connaissance de l'histoire des U-boats est sans égale. Donc ici, il y a tout sur le U-455. Il y a beaucoup de choses. C'est incroyable qu'il y ait autant de photos du sous-marin que nous cherchons. Ça, c'est Saint-Nazaire, ça, avec les maquettes, ça. On a une matière exceptionnelle. On a effectivement déjà une base de travail avec énormément de photos, et des hommes, et des différentes missions, de l'entraînement, de leur arrivée à Saint-Nazaire, leur départ à Saint-Nazaire. Donc on a déjà de quoi travailler et des points de repère, des choses vraiment importantes. À Cuxhaven, Luc et Marc vont faire une rencontre essentielle. Axel Niesle est un historien allemand, habitué lui aussi du centre d'archives. Expert technique reconnu, il a éclairci le scénario des naufrages de plusieurs U-boats et recherché de nombreuses fois d'anciens sous-mariniers. Le U-455 est certes un sous-marin de type 7C, mais chaque chantier naval travaillait de façon légèrement différente. Cela nous permet aujourd'hui d'identifier les bateaux à partir de photos. Ce qui est caractéristique pour le U-455, c'est par exemple ce type de rambarde sur le kiosque. Elle était fabriquée sur les navires du chantier de Kiel. Et il y a aussi ce modèle de compas magnétique. Les bateaux construits plus tard étaient différents. Voilà les images où l'on peut voir le kiosque en détail. En comparant les photos trouvées à Cuxhaven et les prises de vue de Roberto, les 3 spécialistes ont vite l'assurance que le sous-marin de Gênes est bien le U-455. Son identification est un véritable sésame, car le numéro du sous-marin permet de retrouver le livre de bord de ses premières missions. Ce document donne de nombreuses informations sur les voyages du sous-marin, mais ne répond pas à la question que se posent encore Luc, Marc et Axel. Qu'est-il arrivé au U-455 ? La liste des équipages va leur permettre d'avancer dans leurs recherches. Elle donne le nom des marins qui se sont succédés sur ce navire. On a plusieurs pistes. Un LI, c'est Leitender Ingenieur, c'est l'ingénieur de bord Zerwotke. On a un monsieur Schwarz-Gerhardt. Alors bon, c'est pas facile non plus, parce que c'est un nom assez courant en Allemagne, Schwarz, donc on va voir. Et aussi un... Arro Bonn. Vu que nous sommes 70 ans après les faits, si on en retrouve 3 ou 4, ce serait déjà limite miraculeux. C'est déjà exceptionnel si on en retrouve un. Alors que Luc et Marc ne sont en Allemagne que depuis quelques jours, un appel d'Axel Niesle vient leur apprendre une nouvelle qu'ils n'osaient espérer. 2 marins du U-455 sont encore en vie et acceptent de les rencontrer. Les 2 hommes ont échappé au naufrage du navire car ils ont débarqué juste avant sa dernière mission. Luc, voilà. Wir haben uns am Telefon gesprochen und wir sind aus der Bretagne. Gerhard Schwarz travaillait à bord du U-455 dans le compartiment des machines diesel. Sur Solbourg, ouais. Incroyable. Unglaublich. C'est son livret militaire en fait, avec le U pour dire qu'il était sous-marinier ici. Je ne savais même pas que j'allais chez des sous-mariniers. Les gens de mon année de naissance, 1922, devaient intégrer l'armée. Tout le monde devait y aller sous Hitler. Lui, c'est Spitzer. Je le reconnais tout de suite. Ici, c'est encore Spitzer et moi.
Helmut Spitzer, lui, avait reçu une formation de mécanicien avant d'être appelé dans l'armée. À bord du U-455, il était en poste dans le compartiment des machines électriques. Il a pris, en dépit des interdictions, un grand nombre de photos. Grâce à ce témoignage inédit, Luc et Mark Brouwer vont découvrir la vie quotidienne des sous-mariniers, bien loin des images véhiculées par la propagande allemande. Offiziere und Mannschaft werden von der Berliner Bevölkerung begeistert begrüßt. Le cas de Günther Prien illustre bien le culte créé autour des commandants de sous-marins qui fascina les équipages. Prien eut l'audace de couler un cuirassé britannique à l'intérieur même du port anglais de Scapa Flow, un exploit retentissant. Ce cas montre comment la propagande choisit pour la première fois de mettre en scène la marine, et en particulier les sous-marins, pour en tirer profit. Der Führer empfing die tapfere Besatzung in der Reichskanzlei, sie zu ihrer unvergleichlichen Heldentat zu beglückwünschen. Das war natürlich der Beginn auch für den Heldenstatus vieler anderer Kommandanten. Cet événement a marqué le début de la légende des As, qui fut sciemment et délibérément mise en scène à cette occasion afin de présenter les sous-marins au grand public sous un jour positif. Le recrutement de nouveaux équipages est alors un impératif. Pour défier l'Angleterre, il faut un nombre chaque jour plus important de jeunes marins. Und nun die Überraschung für die Jungen. Großadmiral Dönitz begrüßt Sie mit Reichsjugendführer Axmann auf dem Segelschulschiff Horst Wessel. Auf seine Frage, was willst du einmal werden, kommt prompt die Antwort: U-Boot-Fahrer, Herr Großadmiral. Und ihr? Einstimmig: U-Boot-Fahrer, Herr Großadmiral. Gerhard Schwarz et Helmut Spitzer ont fait leur classe, comme beaucoup de jeunes sous-mariniers, à la base de Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Man möchte gerne dabei gewesen sein, bei diesen Erfolgen, die andere auch gehabt haben. On avait envie d'y aller. Ces exploits que d'autres avaient réalisés, on avait envie de les vivre nous aussi. Tous les journaux publiaient des articles sur les U-boats, sur leurs exploits. Toutes les stations de radio, le Deutschlandfunk, parlaient en permanence des succès des sous-marins. Et pour ceux qui n'étaient pas dans la marine, c'était énorme. Ce qu'un petit navire comme ça pouvait accomplir tout seul, l'impact qu'il pouvait avoir. Nous tous qui étions novices, nous étions un peu abasourdis. Nous n'avions pas le temps de rassembler nos idées. Que va-t-il se passer? Nous partions en mer, c'était la guerre, et il fallait prendre les choses comme elles venaient. Le 15 janvier 1942, le commandant du U-455 inscrit sa première mention sur le livre de bord. 6h05, départ de Kiel pour notre première patrouille. Helmut Spitzer et Gerhard Schwarz découvrent la haute mer pour la première fois de leur vie. En quittant la baie de Kiel, le sous-marin met le cap au nord. La côte disparaît rapidement. Le froid s'installe. Chacun prend ses marques à l'intérieur du navire. Gerhard et Helmut ne savent pas quelle est la nature de la mission. Chaque marin y va de son hypothèse. Navigue-t-on vers l'Angleterre? S'agit-il d'un mouillage de mines ou bien de l'attaque d'un convoi de ravitaillement? Seul le capitaine est au courant des ordres de l'état-major. À cette époque, Hitler est persuadé que les Alliés ont prévu de débarquer dans le nord de la Norvège pour couper l'Allemagne de son approvisionnement en minerais. Le U-455 fait partie des sous-marins envoyés sur ces côtes pour attendre les Alliés.
Le premier voyage de Gerhard et Helmut est un enfer. Les vastes étendues marines du nord de l'Europe les accueillent dans le déferlement des vagues et les souffles glacés d'un vent violent. Le navire se bat contre des murs liquides qui s'abattent verticalement sur la coque, ne laissant aucun répit aux guetteurs. Les jeunes marins ne peuvent plus rien manger. Jour après jour, les hommes d'équipage apprennent à vivre ensemble, dans l'espace réduit du sous-marin, chacun gardant pour lui les appréhensions qui naissent. Bien sûr qu'on avait peur. Qu'allait-il nous arriver? Comment décrire l'état dans lequel vous êtes quand vous avez peur? C'est impossible à décrire. Moi, je suis incapable de répondre à cette question. Qu'est-ce que la peur? Le U-455 ne reste pas longtemps en Norvège. La guerre maritime vient de changer de théâtre d'opération et se concentre désormais autour de l'Angleterre. Le 21 mars 1942, le commandant Hans-Heinrich Gissler reçoit un message de l'amiral Dönitz. Il doit quitter les côtes norvégiennes et rejoindre Saint-Nazaire. Comme Brest, La Rochelle et Lorient, Saint-Nazaire est alors tenu par les forces allemandes. Ces ports vont devenir des bases idéales pour chasser les navires marchands qui approvisionnent l'Angleterre. Gerhard Schwartz et Helmut Spitzer arrivent au port français après seulement 10 jours de mer. Leur commandant est frustré. Il écrit sur le livre de bord « Entrez dans Saint-Nazaire en direction de l'abri numéro 2 ». La seconde patrouille s'est déroulée sans contact avec l'ennemi. Nous ressentons de plus en plus un sentiment d'infériorité, car nous n'avons pas encore coulé quoi que ce soit. Les marins du U-455 découvrent à Saint-Nazaire un immense complexe. La marine allemande s'est installée ici pour y construire un bunker gigantesque, 14 alvéoles qui peuvent recevoir au total 20 sous-marins. C'est une mini-ville, il y a 3500 ouvriers qui travaillent à la construction et autour, il faut ravitailler les sous-marins, les réparer, remettre des nouvelles torpilles. Et les marins qui arrivent ici découvrent une véritable fourmilière. Ils viennent de Bergen, un petit port, ils n'imaginent même pas le complexe qu'ils vont trouver, qui est en fait tout dédié à la bataille de l'Atlantique. L'entrée en guerre des États-Unis va faire basculer l'issue de cette bataille. Mais pour l'heure, les U-boats s'en donnent à cœur joie. Les Américains n'ont pas imaginé que les sous-marins allemands allaient débarquer devant leurs côtes. Leurs navires sortent des ports sans escorte et leur ville reste éclairée toute la nuit. Des conditions idéales pour les U-boats qui coulent de nombreux navires. Allein im ersten halben Jahr des U-Boot-Krieges gegen die USA wurden vor der amerikanischen Küste annähernd 500 Schiffe mit rund 3 Millionen Bruttoregistertonnen auf den Meeresgrund geschickt. Dans ce contexte, la première mission américaine du U-455 est simple. Traquer les bateaux ravitailleurs et les couler. Les marins du bord sont alors décidés et sûrs de leur force. Le commandant Hans-Heinrich Gissler relate dans le journal de bord le premier combat du navire. Ce jour-là, les vigies repèrent un tanker sur l'horizon. Il se nomme le British Workman. Gerhard coupe les moteurs diesel. Helmut lance les moteurs électriques pour l'immersion. Les premières torpilles sont poussées à l'intérieur des tubes de lancement. Et le commandant donne l'ordre de tirer. Le premier tir est sans effet. La seconde torpille, elle, touche sa cible. 6 994 tonnes. C'est un début.
Désormais, Gerhard et Helmut sont entrés dans leur guerre. Je me souviens encore quand nous avons coulé notre premier navire, le British Workman. On a eu la permission de monter sur le pont, et le navire était en flammes. Et on a vu les gens qui sautaient dans les canots de sauvetage pour sauver leur vie. Ils sautaient par-dessus bord, essayaient de sauver leur vie et nager quelque part au milieu de l'océan. Et vous, vous êtes celui qui a causé cela, ou qui y a participé. Pas tout seul, mais vous y avez participé. Vont-ils survivre ou pas? Voilà ce qui occupait notre esprit à l'époque, en tout cas, en ce qui me concerne. Moins d'une semaine après cette victoire, un croiseur repère le U-455 et l'attaque avec des grenades sous-marines. 3, 4, 5. Dès les premières minutes de l'attaque, le commandant ordonne une descente rapide. Les grenades continuent de pleuvoir. 36, 37, 38. Gerhard et Helmut vont compter 39 explosions. Vous entendez quand elle tombe dans l'eau, et puis vous attendez. Que va-t-il se passer? À quelle distance se trouve-t-elle? Combien de temps ça dure? Ça va aller vite ou pas? Où est le navire maintenant? Où sommes-nous maintenant? Voilà les pensées qui traversent votre esprit. Sur la route du retour, le U-455 coule un second navire. 13 900 tonnes. Le commandant Hans-Heinrich Gissler ne fait pas encore partie des As, mais 2 bateaux détruits pour cette première mission en Atlantique, c'est une réussite. Ils nous ont accueillis avec de la musique. Et la plupart du temps, il y avait le chef de flottille. Il était sur la jetée et nous accueillait. Une fois qu'on était au garde à vous sur le pont, il venait à bord et nous serrait la main, à tous. On m'a donné des photos de Saint-Nazaire sur lesquelles on voit Gissler qui est accueilli avec son équipage. Et il y avait des femmes. Ça existait. C'est un héros. Il faut l'accueillir dans les formes. C'était un sentiment de bonheur. Imaginez, vous passez 60 jours dans le même endroit, à l'étroit dans la même pièce, dans une seule et même pièce. Alors vous revenez entier et vivant, et vous vous dites « Je suis de retour à la maison ». C'est un moment fort, n'est-ce pas? C'est un sentiment de liberté. Vous faites ce dont vous avez envie. L'équipage du U-455 loge dans les hôtels de la Baule ou dans des camps de repos à la campagne. Plage, sport, cabaret, les sous-mariniers bénéficient d'un traitement de faveur. Ce début d'année 1942 est excellent pour les services de propagande qui exploitent ces succès. La situation ne va pourtant pas durer. Roosevelt prend conscience des dégâts infligés par les U-boats et annonce un programme de construction navale de 8 millions de tonnes par an. La guerre devient industrielle. À Saint-Nazaire, le U-455 a été vérifié, réparé, repeint et repart après une escale de 2 mois.
Sa mission s'annonce cette fois moins facile. La nouvelle stratégie américaine impose aux navires marchands de naviguer en convoi et protégés par des navires de guerre. Les invincibles U-boats de Dönitz ne peuvent s'en approcher. Toute attaque semble impossible. À bord du U-455, les semaines passent à observer sans combattre les navires alliés. L'ambiance est au découragement quand l'opérateur radio reçoit un message. « Strong Sunday Boy arrived ». Gerhard Schwarz et Helmut Spitzer apprennent par la sonorisation du bord que le commandant Gisler vient d'avoir un fils. Der Kommandant war in allerbester Stimmung und nicht in der Stimmung, jetzt feindliche Schiffe. Le commandant était d'une humeur excellente et certainement pas d'humeur à chercher ou à couler des navires ennemis. Il avait un descendant et il en était très fier et nous partagions sa joie. Er heißt Waldemar und küsst wunderbar. Ach, der Mann ist mein Ruin, aber ich liebe ihn. 50 jours après son départ, le U-455 n'a pas encore lancé une seule torpille. Le sous-marin rejoint la base de Saint-Nazaire. Son tableau de chasse est vide. L'amiral Dönitz a l'habitude de rencontrer chaque commandant rentrant au port. Il écoute le récit détaillé, heure par heure, de la mission. Et ceux qui ne paraissent pas à la hauteur de la tâche sont mutés. Est-ce le cas pour le commandant Gisler? Les archives ne l'indiquent pas. Mais on sait qu'un nouveau capitaine, Hans Martin Scheibe, est nommé dans les jours qui suivent. Scheibe était quand même plus combatif. On disait toujours dans ces cas-là, ça le démange autour du cou. Il convoite la croix de chevalier. C'étaient des commandants, ils étaient obsédés par ça. Ils voulaient avoir la croix de chevalier. Le commandant Hans Martin Scheibe, malgré son caractère inflexible et sa soif de combattre, va devoir faire face à de nouvelles difficultés. En cette fin 1942, le vent tourne. Les Alliés s'organisent. L'Allemagne a perdu l'initiative sur tous les théâtres d'opération. À Stalingrad, ses forces sont encerclées. En Afrique, les revers s'enchaînent. Et les bases sous-marines de la côte française sont bombardées. Les avions alliés attaquent les U-boats dès leur sortie du port. Ils voulaient paralyser les sous-marins, que ce soit l'Orient ou Saint-Nazaire. Empêcher les sous-marins de sortir. Alors on se demande pourquoi. Que se passe-t-il? Les Anglais et les Américains sont-ils devenus à ce point puissants et malins qu'ils ne se préoccupent plus que des sous-marins? Est-ce parce qu'il fait désormais partie de la garde rapprochée d'Hitler et qu'il ne veut pas le décevoir? Le maréchal Dönitz s'entête, malgré les difficultés rencontrées par ses équipages. Seine Parole heißt Angriff, ran, versenken. Le U-455 est envoyé au large des côtes américaines pour sa 7e mission. Après plusieurs semaines, il doit retrouver sa vache à lait, c'est-à-dire son navire ravitailleur. Jusque-là, cette opération se déroulait sans difficulté. Nous étions équipés en munitions et en vivres pour rester en mer environ 4 à 5 semaines. Mais si nous dépassions de 3 jours, ça devenait déjà juste. Alors nous recevions un message nous informant qu'un navire de ravitaillement se trouvait quelque part dans les parages. Ce jour-là, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Il y avait un banc de nuages sombres, comme on disait. Et l'avion volait dans ces nuages.
Le pilote était tellement malin, rusé, quand le nuage s'est un peu dissipé, il en est sorti et s'est dirigé droit vers nous, en plein soleil, pour aveugler la vigie ou l'officier. Il croyait qu'avec cet effet d'aveuglement, il pourrait tout réussir. Là, si l'avion vise bien, on est fichu. Comment le U-455 a-t-il pu échapper aux avions alliés? Pour Gerhard Schwarz et Helmut Spitzer, les souvenirs de cette mission sont assez flous. Le journal de bord ne donne pas, lui non plus, de détails sur cette attaque. Luc et Mark contactent alors Tim Mulligan, le directeur des archives militaires de Washington. Ils veulent voir si les Alliés ont consigné la rencontre entre leurs avions et le U-455. Tim Mulligan a retrouvé le rapport du lieutenant R.L. Stern, le pilote qui a attaqué les sous-marins. Il y décrit des combats extrêmement violents. L'apparition de l'avion a immédiatement alerté les Allemands sur leur situation. Ils ont déclenché un mur de tir anti-aérien. 3 autres avions américains ont été alors dirigés sur la zone. Le U-460, le U-boat de ravitaillement, est resté à la surface jusqu'à la fin. Stern s'est occupé lui-même de l'attaque finale. Et il a remarqué une énorme explosion sous-marine. Il a donc cru qu'il avait coulé le navire de ravitaillement. À partir des recherches faites dans les années 90, nous savons maintenant que dès le début de l'attaque alliée, le U-455 a suivi un dicton de bon sens. Quand vous êtes sous le feu d'une attaque aérienne, plongez et vivez. Le U-455 échappe miraculeusement au combat. Ce qui pourrait passer pour une heureuse issue marque pourtant un virage dans son existence. Les U-boats, qui furent des chasseurs sans pitié, sont maintenant devenus des proies faciles à détruire. La victoire des Alliés sur les mers au printemps et à l'été 1943 signifia que l'envoi du ravitaillement, des troupes et de l'équipement, d'Amérique du Nord jusqu'aux îles britanniques, ne serait plus interrompu par la menace des U-boats. C'était la condition que Roosevelt, Churchill et les autres leaders alliés s'étaient fixés avant qu'un débarquement en Europe ne puisse être envisagé. Le kiosque endommagé, le U-455 rentre à la base de l'Orient. Les marins ont perdu leur certitude de victoire et l'eau prend subitement une couleur de plomb. À leur arrivée, les nouvelles qui se partagent silencieusement d'un bord à l'autre sont mauvaises. En Méditerranée, les derniers ports tenus par le maréchal Rommel cèdent et passent aux mains des forces alliées, ce qui oblige une nouvelle fois Dönitz à repositionner ses U-boats. Le U-455 a échappé aux forces anglaises et américaines en mer du Nord, dans le centre de l'Atlantique et devant les côtes africaines. Il doit maintenant aller combattre en Méditerranée. Le 6 janvier 1944, Gerhard Schwarz et Helmut Spitzer quittent l'Orient. Les départs qui se faisaient au début de la guerre sous les acclamations de la foule se font désormais en silence. Le regard des 2 hommes se perd dans le sillage du navire, alors qu'un nouvel obstacle se dresse devant son étrave, Gibraltar. Pour un sous-marin allemand, pendant la Seconde Guerre mondiale, passer Gibraltar, c'est un véritable défi. Gibraltar, c'est très étroit, c'est une forteresse anglaise qui est contrôlée 24 heures sur 24 par des lignes d'escorteurs, par des avions, des radars. Cette navigation est une nouvelle épreuve. Les forces anglaises viennent de couler 9 U-boats au cours des derniers mois. 10 autres ont dû renoncer à passer le détroit à la suite de combats. Comment réussir là où tant d'autres ont échoué?
Vu l'importance du trafic ennemi, le commandant Scheibe décide de passer Gibraltar de nuit et de profiter du courant qui entre en Méditerranée. On ne pouvait pas naviguer avec les diesels. Le régime silencieux, cela signifie le silence complet et une très légère propulsion au moteur électrique. Cela veut dire aussi qu'à bord, nous portions des chaussures en liège pour ne pas faire de bruit en marchant sur les tôles. Il ne fallait pas parler non plus. Je dirais que c'était un acte héroïque de passer Gibraltar à l'époque. Après 40 heures de plongée, le U-455 rejoint la surface. Le taux d'oxygène à l'intérieur du sous-marin est au plus bas et les hommes sont au bord de l'évanouissement. Qu'importe, ils sont passés. C'est la 9e mission dont ils reviennent. Est-ce d'avoir échappé au danger ou simplement du soulagement? Un lien étrange s'est créé entre les hommes et leur navire. À leur arrivée à Toulon, un ordre attend Helmut Spitzer et Gerhard Schwarz. L'état-major leur indique qu'ils doivent rejoindre en Allemagne une école de sous-officiers. Ils laissent le U-455 à son destin. Que s'est-il passé pendant la dernière mission du U-455? Aucune archive en Allemagne ne permet de répondre à la question. Rien non plus du côté de l'Angleterre, ni des États-Unis. Les circonstances de son naufrage restent inconnues. Il y a plusieurs raisons qui peuvent être à l'origine du naufrage du sous-marin. À mon avis, la première cause possible, c'est une mine. Ensuite, une attaque aérienne, c'est possible aussi. Ou alors, une attaque par un destroyer. Si nous trouvons une ancre, alors ce sera un très bon indice en faveur de l'hypothèse de la mine. L'enquête, pour Luc, Marc et Axel, devient à cet instant précis plus difficile. Elle nécessite de nouveaux moyens. Avec le Rémora, son sous-marin de poche, la COMEX, une société d'exploration maritime française, va apporter aux chercheurs une aide précieuse. En tant qu'expert technique, Axel a été choisi pour mener l'étude de ce navire. Pour lui, c'est une première. Il n'a jamais plongé sur une épave. Quand j'étais enfant, je me disais que ça devait être super impressionnant de plonger. Et maintenant, c'est le moment de se jeter à l'eau. C'est fantastique. C'est notre bateau. C'est incroyable. Allô, Axel? Comment ça se passe en bas? C'est un spectacle fantastique. Je ne pensais pas qu'on puisse avoir une vue aussi bonne d'un navire au fond de la mer. C'est certainement l'un des plus beaux moments de ma vie. D'être à 110 mètres de profondeur, de voir la mer, 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 de voir
et de pouvoir quasiment toucher le bateau en tendant le bras. Axel, est-ce que tu vois quelque chose? Nous sommes en train d'inspecter le kiosque et nous pouvons voir que le périscope d'attaque est légèrement sorti. Le périscope dépasse d'environ 30 à 40 cm. C'est vraiment inhabituel. Premier indice, le périscope était sorti au moment du naufrage, ce qui indique que le sous-marin naviguait près de la surface. Axel, as-tu remarqué des traces d'explosion sur le navire? Oui, nous sommes maintenant juste au-dessus du fond. Et il y a au moins 10 mètres de la poupe qui ne sont plus visibles. Si une grande partie de la poupe manque, cela indique qu'une forte explosion a eu lieu et que celle-ci a pu entièrement détruire l'arrière du navire. Perfect, danke. Après plus d'une heure d'examen, Axel peut livrer un scénario plus précis des derniers moments du U-455. Pour moi, il y a quelque chose qui sera également intéressant de déterminer. L'inclinaison du navire vers le haut est au moins de 45 degrés, ce qui signifie qu'à l'avant, du moins au début, il devait encore y avoir de l'air. L'idée même est horrible, car même s'il y avait encore de l'air à cet endroit, l'équipage n'avait presque aucune chance, en raison de la raideur de la pente. Il faut imaginer qu'on peut à peine bouger dans le navire. C'est comme gravir une montagne. Il y a tellement de panique et de confusion, il n'y avait aucune chance de sortir, s'il y avait encore des survivants à bord. À Gênes, les plongées du Rémora ne sont pas passées inaperçues. Paola Bottini, responsable des prospections archéologiques sous-marines en Italie, s'est souvenue d'une découverte récente. Ces plongeurs ont trouvé, pendant l'exploration d'un champ d'amphores situé tout près de l'épave, un engin de forme curieuse, une mine. La présence de cette mine éclaircit subitement le scénario du naufrage. Grâce à cette découverte, l'enquête va connaître un dernier rebondissement. Axel Niestle a pu se procurer les cartes de minage allemandes, italiennes et anglaises de la zone. Elles réservent une surprise aux 3 historiens. Le navire avait l'ordre de rejoindre ce point à 22 h, pour être ensuite escorté par un navire de surface. Malheureusement, sur le chemin pour y aller, il y avait un champ de mines allemandes. Mais le commandant n'avait pas les cartes des barrages de mines allemands? Apparemment non, car c'était évidemment des informations secrètes. Et en l'occurrence, on a omis de remettre ces cartes aux sous-marins. Ce qui est bien sûr tragique, c'est que cette erreur ait entraîné la mort de 50 hommes, qui, en apercevant la côte, ont dû avoir le sentiment d'être arrivés. Après avoir échappé aux grenades sous-marines et résisté aux attaques aériennes alliées pendant 9 missions, le U-455 fut donc la victime de ce piège invisible. À l'invitation de l'équipe, Gerhard Schwartz rejoint Gênes pour rendre un dernier hommage à ses camarades disparus. Pour les membres du bord, l'instant est solennel.
Robert, ja. On dive. Ah, aïe, aïe, aïe. Ja, ja. My best friend in here. Oh. And remember my name. I understand. No, finish. Yes, genau, okay? Genau. Do you want to go to the surface? Yes, okay. Oh.